Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez comme des charmes. Je suis en direct de mon bureau, pièce de travail on va dire. Ceci est mon deuxième monster de la journée. Je suis obsédée, en plus j'ai pris 2 fois le même goût. Je suis obsédée par le nouveau monster zéro à la fraise. Je trouve qu'il est... En fait au départ j'étais en mode... enfin la première fois que j'ai goûté j'étais en mode ouais le goût il est pas très fort. Enfin le goût est bon mais pas suffisamment fort pour moi. Et franchement, maintenant, je suis addict. Maintenant, je crois que c'est vraiment... je crois que c'est mon préféré avec celui à la pêche. En tout cas, ils sont vraiment pas lents. Enfin, j'aime vraiment beaucoup les deux. Et en ce moment, je bois que celui-là. Je suis obsédée par ce monster. Donc, je vais entamer mon deuxième monster de la journée. Qui a un goût divin pour moi en ce moment. Je l'aime beaucoup. Mon frigo est rempli de monsters à la fraise. Donc bref, je prends la première petite sipette et ensuite on va passer sur un petit Q&A parce que j'ai fait une boîte à questions hier et j'ai eu plein de questions en français. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit Q&A en français. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, donc je vous le dis, je suis en prep actuellement. Je suis en fin de prep, je suis à 2 semaines de ma première compétition. Donc forcément... je suis à un stade où j'ai pas mal de pas à faire. D'ailleurs, je suis en train de... Je vois rien du tout à ce que je fais là. Bref, j'ai pas mal de pas à faire par jour. Je suis à 14 000 pas par jour. Je pense que ce rythme-là est un rythme de croisière relativement où je pourrais parler normalement. Je pense que je vais pas être à bout de souffle avec ce rythme-là en termes de pas. Donc, vu que j'ai 14 000 pas à faire, vous m'excuserez, mais je ferme les pas en même temps. Parce que j'essaye d'être très productive et mon temps est très précieux en fait. Donc si je peux combiner les deux, c'est beaucoup mieux pour moi en fait, en termes d'optimisation du temps. J'espère que le bruit et me voir marcher n'est pas trop chiant. Mais sincèrement, je préfère faire ça plutôt que d'être assise pendant 1 heure. Et du coup, d'être à la ramasse sur mes pas sur le reste de la journée, de me coucher tard, d'être fatiguée, et voilà. Donc, je fais mes pas en même temps. Comme je dis, j'ai 14 000 pas par jour, donc pour moi, c'est vraiment beaucoup. Naturellement, je suis à peu près, je dirais, 10 000 pas par jour, relativement naturellement. Il faut quand même, évidemment, que je sois consciente du fait qu'il faut que je fasse des pas. Donc, forcément, je vais sortir et tout, faire marcher, etc. Mais ça ne me demande pas un effort insurmontable de faire 10 000 pas par jour. Par contre, 14 000 pas par jour, franchement, pour moi, c'est quand même beaucoup. Parce que mon boulot, je suis véto. Donc, apparaître dans la clinique, je ne sais pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de pas, en fait, que je fais. Donc, je suis vraiment obligée de me forcer de faire beaucoup de pas aussi sur le tapis ou dehors s'il fait beau, ou sortir mon chien, etc. En plus, pour arriver à faire 14 000. Donc, c'est vraiment pas un nombre de pas qui est naturel pour moi. Donc, je fais beaucoup de pas sur le tapis. Donc voilà, là, du coup, je suis en jour off aujourd'hui, vu que j'ai travaillé samedi. Donc là, je ne travaille pas. Donc, j'ai pu dormir ce matin. J'ai dormi 9h, 9h10. Donc, parfait. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, là, je me suis réveillée, pesée, hydratée, lavée, crémée, exfolier ma peau parce que du coup, je prépare ma peau pour le tan. Donc, j'ai pris le Get Buffed de Protan. Donc l'exfoliant pour bien exfolier ma peau. Donc c'est vraiment pour avoir une peau hyper lisse en fait et pour pouvoir avoir un tan qui accroche bien et qui est bien homogène et pas avoir de traces ou quoi. Et du coup là j'ai bu mes petits monsters. J'ai toujours pas mangé aujourd'hui. Il est quasiment 13h. Je vais bientôt manger. Après ça je vais manger mon premier repas. Mais du coup je voulais vous faire un petit Q&A, répondre aux questions que j'ai eues. Parce qu'il y a beaucoup de questions et des questions intéressantes, donc je me suis dit qu'autant en faire une vidéo, vu que j'ai assez de questions pour faire une vidéo. Donc on va commencer par ça, et j'espère que ce sera intéressant pour vous. Alors la première question que j'ai eue, c'est quelles questions problématiques reviennent le plus souvent de tes coachés pendant leur coaching? Donc moi je prends ça en mode quelles sont les difficultés principales que mes coachés peuvent avoir lorsque je fais un coaching avec eux. Qu'est-ce qu'on remarque en fait en termes de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc,
je dirais vraiment la majorité, enfin le premier truc qui me vient en tête, c'est des personnes qui ont des problèmes, on va dire, émotionnels par rapport à la nourriture. Pas forcément des vrais TCA, mais avoir cet attachement assez émotionnel avec la nourriture et avoir une espèce de cycle de binge et après pas savoir trop comment les gérer, manger vraiment en surplus n'importe quoi, pas arriver à s'arrêter. Donc j'ai eu beaucoup de personnes au fil des années de coaching qui avaient ce problème-là. C'est vraiment un problème que j'ai rencontré beaucoup et avec qui du coup j'ai pu aider beaucoup de personnes parce que maintenant franchement tous mes coachés ils ont plus de problèmes, ils sont dans une bonne position actuellement, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé le coaching ensemble. Donc ça c'est cool. Après je ne suis pas du tout médecin ou je ne suis pas du tout formée pour aider les personnes qui ont des TCA. Donc par exemple c'est vraiment genre maladif, je ne suis pas faite pour ça du tout, mais pour des personnes qui ont une espèce de relation un petit peu difficile avec la nourriture et ces espèces de binge et tout, par rapport au bodybuilding dans tout ce contexte-là, j'ai réussi à aider quand même beaucoup de personnes là-dessus, ce qui est vraiment cool, juste par des conseils, rapport d'expérience, parce que moi aussi j'ai eu ce problème-là au début de mon parcours, on va dire, dans le bodybuilding, et même, genre en 2021 après ma prep, j'ai pris beaucoup de poids très rapidement parce que j'arrivais pas à me contrôler. Je mangeais mais tout le temps. C'était vraiment incontrôlable. Donc du coup, j'ai beaucoup d'expérience aussi là-dessus. Expérience personnelle et j'ai appris mes erreurs. J'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et du coup, j'ai pu en fait donner des conseils qui sont vraiment faciles à appliquer et qui ont résolu les problèmes pour mes coachés qui étaient dans cette situation. Donc voilà, franchement, je pense que c'est un des trucs vraiment principaux en termes de coaching que j'ai remarqué, c'est ces problèmes-là, en termes de relation à la nourriture, binge, etc. Donc ouais, c'est vraiment ça le truc principal qui me vient en tête. Et quand on a l'expérience et qu'on sait comment ça fonctionne, etc., on peut donner des conseils qui aident. Et du coup, comme je t'ai dit, ces coachés-là, actuellement, sont dans une très très bonne position, n'ont plus ce problème-là. Et c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider ces personnes et de pouvoir sortir de cette situation-là et qu'elles soient maintenant dans une bonne relation avec la nourriture, avec un bon équilibre et que ces binges, etc. n'arrivent plus. Donc, deuxième question. Aimes-tu manger régulièrement ou pas un ou des aliments que la plupart des gens n'aiment pas? Bon courage pour la suite de la prep. Donc, alors c'est pas vraiment genre un aliment en particulier que les gens n'aiment pas. Je pense que c'est juste ma manière de m'alimenter en général qui peut être un petit peu bizarre, on va dire, que certaines personnes peuvent trouver complètement chelou. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient mais genre tu mets jamais de sauce, tu mets jamais d'épices, tu mets jamais de trucs comme ça. Et je suis en mode non, parce que j'aime bien manger comme je mange et je ressens pas le besoin de faire des plats hyper préparés, plein d'épices, de sauces, de machin. C'est vraiment pas un truc que j'ai envie particulièrement de faire, sinon je le ferais. Donc je pense que c'est ça en fait le truc, c'est pas un aliment ou des aliments que les gens n'aiment pas, c'est juste que moi, ma diète, elle est extrêmement simple. C'est-à-dire que je cuisine vraiment ce que j'ai à cuisiner. Par exemple, cuire des pâtes, il faut les cuire les pâtes, voilà, cuire la viande. Mais je ne suis pas le genre de personne à mettre plein d'épices, à faire des plats hyper élaborés, à faire plein de sauces, de machin. Pas du tout. Moi, je mets juste du sel partout. Je mets énormément de sel partout. J'aime bien aussi genre les oignons en poudre ou quoi. Bref, sur mon steak par exemple, un peu d'oignon, c'est très bien. Mais sinon, franchement, je suis pas du tout... mon alimentation peut paraître très fade, on va dire, pour certains. Donc j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus en mode trop bizarre et tout, tu mets jamais d'épices, c'est pas fade pour toi. Je suis en mode non, en fait, personnellement, moi ça me gêne pas du tout de manger ça. J'aime beaucoup ce que je mange. Donc je suis vraiment pas dans les épices, genre j'aime pas le poivre, j'aime pas les trucs piquants, j'aime pas le paprika, le gingembre, les machins comme ça, je déteste ça. Donc en fait c'est très limité ce que j'aime. J'aime pas les herbes non plus, j'aime pas la ciboulette, j'aime pas le persil. Donc forcément, si j'aime pas quasiment toutes les épices, c'est un peu compliqué. À part les oignons et l'ail, le reste franchement, j'aime pas.
Donc bref, donc du coup, je mets beaucoup de sel partout, mais mes aliments, enfin, par exemple mon riz, je le mange avec juste du sel. Genre évidemment off-season, quand j'ai beaucoup de calories et des lipides et tout, je mets un petit peu d'huile d'olive, c'est largement meilleur, on est d'accord. Mais à part huile d'olive et sel par exemple, je mets rien d'autre, enfin je mets pas plein d'épices ou quoi. Sur ma viande, mes trucs comme ça, je mets que du sel. Enfin, vraiment, je cuisine extrêmement simple. Et du coup, ça peut choquer, on va dire, certains que je mange si simple et sans la tonne de sauce, d'épices, de machins préparés, élaborés, etc., etc. Et aussi, un autre truc qui est un peu chelou par rapport à moi, c'est que je mange chaque aliment de manière isolée. C'est-à-dire que, déjà, je commence toujours par ma source de protéines. Donc, je sais pas, par exemple, je mange mon poisson. Et après, je mange mes légumes. Et après, je mange d'autres sources de glucides. Enfin, par exemple, je sais pas moi. Après, je mange des pommes de terre, ou après, je mange du riz, ou après, je mange des pâtes, du pain, ou des trucs comme ça. Et ensuite, je finis par tout ce qui est genre fruits ou dessert, entre guillemets, genre crème de riz, etc. Donc, on va dire que je mange dans un certain ordre et de manière isolée. C'est-à-dire que vous n'allez jamais me voir manger des trucs mixés ensemble, genre une salade composée. Non, vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir, je sais pas moi, ma viande et mon riz, par exemple, mélangés ensemble. Non, jamais. Je mange vraiment chaque aliment de manière isolée et dans un certain ordre. J'ai toujours fait ça. Et en fait, au départ, je pense que j'ai commencé avec ça parce que, de manière, on va dire, théorique, quand on mange d'abord les protéines et ensuite les légumes, ça apporte beaucoup plus de satiété avec les fibres et les protéines qui apportent beaucoup plus de satiété. Pour en fait après être plus facilement, on va dire, comblé, avoir de la satiété par la suite avec ce qu'on mange. Donc j'ai d'abord suivi cet ordre-là par rapport à ça, et puis en fait finalement c'est devenu une habitude, et je n'ai jamais arrêté de faire ça. Donc je pense que c'est ça en fait, les trucs qui peuvent être vraiment différents d'autres personnes, c'est que je mange dans un certain ordre, de manière très isolée, et très fade entre guillemets, pas de sauce, pas d'épices, juste du sel partout. Donc voilà pour ça. J'ai eu beaucoup de jugements auparavant par rapport à ce que je mange. Genre les gens qui me trouvent vraiment chelou. Mais j'aime ce que je mange, donc c'est comme ça. Voilà. Ensuite, as-tu le temps de regarder des films, séries? Si oui, lesquels? Non, je n'ai absolument pas le temps de regarder des films, séries. J'ai pas beaucoup du tout de temps libre dans ma journée. Donc, le temps que j'ai pour regarder quelque chose, par exemple quand je mange, même en fait c'est que quand je mange. Quand je mange, je regarde des vidéos YouTube où je fais des cours en fait. Enfin, j'ai des cours par exemple, là en ce moment je suis en train de refaire la formation G3U de John Jewett. Donc je suis en train de tout regarder encore. Et du coup bah, c'est cool, enfin, quand je mange, du coup j'apprends en fait. Enfin, je toujours j'essaie de vraiment m'améliorer en tant que coach, en tant qu'athlète. Donc plus je peux apprendre, mieux c'est. Et donc du coup, toutes les vidéos YouTube que je regarde, c'est soit des trucs genre des vlogs d'athlètes, par exemple, que j'aime beaucoup en mode en fait vraiment dès que j'ai envie de me divertir, dès que j'ai envie de me vider la tête et de pas penser à quoi que ce soit, je regarde des vlogs d'athlètes, par exemple. Et si j'ai envie d'apprendre, donc de toute façon tous les jours je fais ça, je regarde des podcasts qui sont, on va dire, instructifs, qui apportent beaucoup d'informations, ou du coup bah, mes formations qui sont en vidéo, des cours en vidéo en fait. Donc je fais ça. Dès que je regarde quand je mange, soit je regarde des vlogs d'athlètes bodybuilding, soit je m'instruis avec des podcasts ou des cours, formations, etc. Donc pas de films, séries genre Netflix, j'ai jamais eu d'abonnement Netflix quoi. Donc moi c'est vraiment en fait c'est juste parce que ça me passionne tellement que j'ai pas du tout envie de regarder des films en fait. Enfin, j'ai même pas envie de regarder des films ou de séries parce que je trouve que c'est tellement une perte de temps. Ça apporte rien du tout et c'est tellement de temps qu'on passe. Enfin moi ça m'est arrivé, genre j'ai regardé des séries avant, j'ai regardé beaucoup de séries quand j'étais au lycée ou quoi. Et en fait je passais des heures et des heures et des heures parce que un épisode c'est genre 40-50 minutes et finalement ça n'apporte rien. Enfin vraiment rien. Tu regardes un film et en fait après il se passe quoi? Bah, est-ce que tu as appris un truc? Non. Est-ce que
tu es plus productif? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu es une meilleure personne? Est-ce que tu évolues? Non, ça n'apporte vraiment rien, à part du pur divertissement en fait. Donc pour moi, je suis en mode, j'ai tellement peu de temps libre, que je veux utiliser ce temps pour évoluer en tant que coach, en tant qu'athlète, etc. Parce que c'est extrêmement important pour moi et ça me passionne. Donc c'est vraiment un truc que j'aime regarder. En fait, j'ai vraiment envie parce que c'est un truc qui me passionne à fond. Donc voilà pour ça. Si tu veux... j'arrive même plus à parler. Si tu ne devais conseiller qu'un mouvement... Ok, non, c'est bon, ça fait sens. Pour prendre du fessier, juste pour qu'il ne soit plus plat, mais sans vouloir faire du body. Que conseillerais-tu, s'il te plaît? De préférence à faire chez soi avec des haltères. Donc, si c'est genre à faire chez soi avec des haltères et qu'on n'a pas... Enfin, c'est juste pour avoir un certain galbe, je dirais hip thrust avec les haltères. Donc, ça va être limité parce qu'avec un hip thrust, on a beaucoup de force au niveau des fessiers. Donc, haltères, on risque d'être rapidement... ça va être trop facile en fait. Donc après, je pense qu'il faudrait investir dans une barre. Si on s'entraîne chez soi, on peut toujours avoir une petite barre et quelques disques pour faire du hip thrust. Donc ça, c'est vraiment le meilleur exercice pour vraiment cibler uniquement les fessiers. Alors oui, il y a un tout petit peu de travail des quadriceps, mais c'est pas du tout un stimulus qui est suffisant pour vraiment prendre des quadriceps. Donc c'est vraiment cibler fessiers. C'est un très bon exercice qu'on peut faire chez soi sans problème. Moi, pendant le Covid, je me rappelle que je faisais du hip thrust. Je m'appuyais sur mon lit, donc sur le rebord du lit, et je faisais ça avec des haltères et des barres et tout, bref. Donc ça se fait absolument. Hip thrust avec une haltère posée sur les hanches. Donc ça, après pour fessiers et quadriceps, parce que de toute façon, les fessiers, le hip thrust c'est isolé sur les fessiers, et vraiment le stimulus est maximal quand les fessiers sont contractés. Mais pour travailler un muscle de manière efficace, il faut le travailler sur toute l'amplitude de mouvement, avec un stimulus qui est maximal sur toutes les phases du mouvement. Donc étirer, contracter et entre deux. Donc ensuite, pour travailler les fessiers et avoir un stimulus maximal quand ils sont étirés, il faut faire tout ce qui est mouvement, on va dire type squat. Donc, vu que tu es chez toi, si tu n'as pas de machine genre leg press ou quoi, ça va être par exemple faire du goblet squat. Donc avec l'haltère, la tenir comme ça et faire du goblet squat. Si tu n'as pas de barre, tu ne vas pas pouvoir faire de squat normal, donc juste goblet squat. Tu peux faire des fentes, marchées. Tu peux faire du Bulgarian split squat, qui est un super exo pour les fessiers. Par contre, il faut vraiment que tu t'assures d'avoir une amplitude complète, extrêmement important pour avoir un étirement maximal des fessiers. Tu peux faire du RDL, donc Romanian deadlift. Pareil avec les haltères, tu peux le faire. Donc du Romanian deadlift, tu peux faire en B-stance aussi, donc avec une jambe à la fois. Donc ouais, il y a plein de trucs que tu peux faire en fait avec des haltères pour travailler les fessiers. Je dirais un mix de, faire plusieurs exos, y compris Romanian deadlift, Bulgarian split squat, fente, goblet squat et hip thrust. C'est vraiment les exos, on va dire, principaux que je conseillerais pour travailler les fessiers à la maison. Comme ça, on travaille les fessiers avec un stimulus maximal quand ils sont étirés et on travaille les fessiers aussi avec un stimulus maximal quand ils sont contractés avec le hip thrust. Et évidemment, on a, par exemple, avec les fentes, ça va être un petit peu entre les deux, etc. Donc là, on a un travail qui est complet des fessiers. Après, évidemment, le seul truc limitant à la maison, c'est le matériel et les poids qu'on a. Parce qu'en gagnant de la force, forcément, à un moment, ce qu'on utilise, c'est trop léger et la progression, elle va être vraiment limitée. Mais pour commencer, c'est très très bien comme ça. Donc c'est ce que je conseillerais pour avoir des fessiers, pour développer un petit peu ses fessiers sans aller à la salle et le faire à la maison. Ensuite, une autre question. Combien de fois par semaine vas-tu à la salle en période hors prep et fais-tu le même nombre de pas? Alors, quand je ne suis pas en prep, c'est exactement pareil que quand je suis en prep. Je fais toujours 6 séances par semaine. Donc, dans l'ordre dans lequel je le fais, c'est épaules-bras, première séance. Deuxième séance, quadriceps. Après, dans les quadriceps, je fais un exo disco, je fais du leg curl en commençant. Et forcément, les fessiers vont être aussi travaillés pour tout ce qui est mouvement de squat.
mais il n'y a pas de travail direct des fessiers et il n'y a pas de gros exercices pour les ischios. Il y a juste du leg curl. Donc, épaules-bras, quadriceps. Ensuite, dos-bras. Ensuite, je fais quadriceps encore, mais j'ai 2 jours de repos entre les 2 séances quadriceps. Il y a un jour de repos là entre les deux. Ensuite, back-épaule, dos-épaule. Et ensuite, ischio-fessier. Donc, je fais tourner ça comme ça. Comme j'ai dit, j'ai un jour de repos après ma séance dos. Donc, du coup, entre les 2 séances quadriceps, j'ai 2 jours où je ne travaille pas les quadriceps. Donc, j'ai 2 jours entre les deux. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Ça fonctionne extrêmement bien pour moi parce que j'ai besoin de développer tout mon corps de manière homogène. C'est pas comme si je pouvais me permettre, par exemple, de stopper de travailler les épaules. Pas du tout. Donc, il faut absolument que tout continue de gagner en masse musculaire. Donc, avec ce programme, ça me permet d'avoir un travail qui est vraiment homogène et équilibré sur tous les groupes musculaires et d'avoir une bonne fréquence d'entraînement aussi pour optimiser tout ça. Après, le seul truc qui change entre prep et off-season, c'est qu'en off-season, mon volume est beaucoup plus important. C'est-à-dire que je fais souvent 3 séries, par exemple, pour la majorité des exos. Alors qu'en prep, vu que forcément ma capacité de récupération est beaucoup plus faible et mes niveaux d'énergie sont beaucoup plus faibles, ma fatigue est beaucoup plus haute, mon volume d'entraînement est réduit. C'est-à-dire que je fais 2 séries par exo. Donc je ne suis jamais 3 séries. Là, je suis que à 2 séries, 2 séries, 2 séries, 2 séries, tout le temps pour chaque exo. Après, en termes de sélection des exos, en termes de séance en soi, c'est pareil. En off-season et en season, en prep, c'est pareil. C'est juste le volume d'entraînement qui change. Et pour mes pas, en off-season, je fais à peu près 8000, 10 000 pas par jour. C'est un peu mon rythme de croisière par rapport aux pas, parce que c'est des pas que je fais relativement naturellement, sans me forcer. Donc, je reste à peu près à 8000, 10 000 pas par jour. Et du coup, en prep, au départ, j'étais à 10 000. Ensuite, je suis montée à 12 000. Et maintenant, je suis à 14 000. Et je ne monterai pas plus haut que 14 000 parce que 14 000, franchement, pour moi, c'est beaucoup par rapport à ma vie, mon boulot, etc., qui me prend beaucoup d'heures de ma journée. Je ne fais pas beaucoup de pas. Et après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pas qu'il faut que je fasse en plus. Et c'est compliqué pour arriver à dormir et tout suffisamment, etc. Donc, 14 000, ça va être mon max. Mais après, je peux jouer avec plein d'autres facteurs, y compris la diète, parce que j'étais vachement haute en calories. Donc, au moins, j'ai pu vraiment jouer beaucoup avec les calories pour creuser le déficit. Je rappelle que je fais 0 cardio. Je n'ai pas du tout fait de cardio de la prep et je ne vais pas en faire. Donc, 0 cardio, j'ai juste joué avec les pas, la diète, les gros trucs principaux avec lesquels j'ai joué. Et évidemment, il y a tout ce qui est substances que j'utilise pour perdre du gras qui aident, mais qui ne font pas tout, clairement. La base, c'est la diète et les pas. Il faut créer le déficit par rapport à ça. Et ensuite, les substances aident à accélérer tout simplement le processus de perte de poids et perte de gras, perte de gras principalement. Donc voilà, du coup, j'irai pas plus haut que ça, pas de cardio. Mais là, alors du coup, la semaine dernière, j'étais à 2200 calories. Et là, depuis hier, on est mardi aujourd'hui, donc c'est mon 2e jour, à 2000 calories. Donc j'ai enlevé 200 calories parce que là, je suis à 2 semaines de ma première compétition. C'est un warm-up show, c'est juste une compétition en mode échauffement. C'est juste remonter sur scène après 3 ans sans être montée sur scène, me réhabituer à tout ça, expérimenter de nouveau le show day, refaire mon tan, mon maquillage, mes cheveux, etc., présentation. Donc essayer de remettre un pied là-dedans, on va dire, avant de faire mon Pro Qualifier, qui va être vraiment le gros enjeu, le vrai show pour moi, qui est dans 4 semaines. Donc j'ai encore 4 semaines pour pousser les choses. Donc ça c'est cool. Et là du coup j'ai décidé de vraiment pousser, mettre un vrai coup sur l'accélérateur pour cette fin de prep, pour vraiment amener le conditioning sur mes jambes. Parce que forcément les jambes, moi c'est la dernière zone où le gras part. Donc il faut que j'ai les fessiers très secs, les jambes très sèches
Donc là, j'ai décidé d'enlever 200 calories pour vraiment accélérer le truc et avoir un maximum de perte de gras pour ces 4 dernières semaines. Donc voilà pour cette petite question. Je vous ai rajouté des petites infos sur ma prep en plus. Ensuite, n'est-ce pas trop dur d'avoir un emploi du temps aussi chargé que le tien, qui laisse peu de place aux imprévus ou à plus de repos si besoin? J'arrive pas à lire et parler, c'est horrible. Alors oui, est-ce que c'est dur? Oui, parce que en effet, j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. C'est-à-dire que je suis vétérinaire, je travaille 40 heures par semaine, plus parfois des samedis. Je suis coach aussi. Donc là, j'ai 9 athlètes actuellement avec qui je travaille depuis très longtemps. Je n'ai pas ouvert de place de coaching depuis plus d'1 an parce que je ne pouvais tout simplement pas avec ma graduation, donc finir l'université veto, déménager de Roumanie jusqu'en Angleterre, commencer ma vie en Angleterre, commencer un nouveau boulot. Tout ça, je ne pouvais pas du tout prendre de nouveaux coachés. Donc ça fait plus d'1 an que je n'ai pas ouvert de place de coaching parce que pour moi, 9 coachés, c'est clairement un niveau où ça me prend tout mon week-end pour faire les bilans de coaching, etc. Donc je ne pouvais pas, je n'étais pas dans un environnement où je pouvais prendre plus de coaching que ça. Donc je n'ai pas du tout ouvert de place de coaching pendant plus d'1 an. Là, actuellement, ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Je pense que je vais ouvrir de nouvelles places de coaching, mais uniquement pour des personnes qui sont extrêmement sérieuses et qui, alors pas forcément, mais j'aimerais beaucoup travailler avec des personnes qui veulent faire des compétitions, naturelles ou pas, hommes ou femmes. Hommes ou femmes, peu importe, naturel ou pas naturel, peu importe. Moi, les deux me vont, je peux travailler avec, dans tous les cas de figure, je peux travailler avec chaque individu. Mais qui prennent les choses très sérieusement. Donc soit des personnes qui veulent faire des compètes ou qui font déjà des compètes, ou alors des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire des compètes mais sont très très sérieuses et prennent la musculation très très sérieusement et font les trucs à fond. Parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas de compétition qu'on ne peut pas faire les trucs à fond. Avant que je fasse des compètes, j'étais déjà extrêmement sérieuse et je faisais déjà tout à fond. Donc moi, j'ai juste envie de travailler avec des personnes qui sont extrêmement investies et qui ont vraiment envie en fait d'avoir les meilleurs résultats possibles et qui se donnent à fond. Parce que j'ai peu de temps. Le coaching, c'est, on va dire, un boulot à côté de veto. Donc mes places sont très réduites. Donc j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes qui donnent tout, parce que moi, je donne tout dans mon coaching en fait. Moi, j'ai vraiment envie de vous pousser le plus loin possible. Donc j'ai envie d'avoir des personnes qui ont la même envie, on va dire, d'évoluer que moi j'ai envie qu'ils évoluent en fait. Donc j'ai vraiment envie d'avoir des personnes qui sont extrêmement passionnées et qui ont envie de faire des compètes ou pas, mais en tout cas qui donnent les trucs à fond. Donc je sais pas si c'est une annonce officielle du coup. Je sais pas si je suis en train de faire une annonce officielle maintenant. Mais je suis quasiment sûre que je vais ouvrir de nouvelles places. Je pense que je vais mettre un plafond à 13 ou 14 athlètes, enfin coachés. Là, je suis à 9, donc potentiellement 5 places en plus. Je fais mes bilans de coaching le week-end, parce que évidemment en semaine, c'est impossible pour moi avec le boulot. Mais dans le week-end, je peux. Et je pense que j'arriverai à faire peut-être maintenant, dans cette situation où je suis dans ma vie, où tout commence à être beaucoup plus stable, on va dire, et où j'ai une bonne routine et tout, je sais comment je fonctionne, comment j'organise mes journées, etc. Je pense que je pourrais avoir à peu près 5 nouveaux coachés, mais des personnes qui sont extrêmement investies. C'est-à-dire que je ne prendrai pas des personnes qui débutent en musculation, je ne prendrai pas des personnes qui n'ont pas envie de faire... par exemple, c'est des personnes qui font plusieurs sports en même temps. C'est pas des personnes avec qui j'ai envie de travailler, personnellement. Il n'y a aucun mal à ça, hein. Mais c'est juste que moi, j'ai envie de travailler avec vraiment des bodybuilders qui font des compètes ou pas, mais vraiment des personnes qui sont à fond dans le bodybuilding et qui ont envie de progresser le plus possible. Donc, si vous répondez à ce genre de personnes, si vous êtes ce genre de personnes, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous êtes intéressé dans un coaching avec moi, évidemment,
et je vais vous mettre les petits liens du formulaire de coaching en description pour que, du coup, si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire et je vous contacterai, on discutera de tout ça évidemment. Mais voilà, donc on va dire que je pense qu'officiellement du coup, j'ouvre mes places de coaching, mais que à ces personnes-là qui sont à fond dedans. Si vous êtes dans ce cas de figure, si vous êtes cette personne et que vous êtes intéressé pour travailler ensemble, alors remplissez le formulaire et je viendrai vous contacter. Donc voilà, petit aparté. Donc du coup, je suis vétérinaire 40 heures par semaine, plus coach, donc tout le week-end, je fais que ça pour mes bilans de coaching. Donc en fait, j'ai 0 jour de repos par semaine, c'est-à-dire que je travaille tous les jours de la semaine. Il n'y a aucun jour où je ne travaille pas. Et en plus de ça, évidemment, je suis athlète, donc je m'entraîne à peu près 2 heures, 2h30, 6 fois par semaine. Parfois dans la semaine, à cause du boulot, je finis tard et ma salle ferme à 22h. Je n'ai pas le temps de finir ma séance. Donc par exemple, je finis les petits exos que je n'ai pas eu le temps de faire sur mon jour de repos. Donc parfois, je m'entraîne 7 jours par semaine. Donc ça, plus je suis célibataire, donc je vis dans une maison, donc évidemment, il faut que je fasse tout. Donc, je sais pas moi, le ménage, tondre la pelouse, couper la haie, faire les courses. Tout ça, il n'y a que moi qui le fais, du coup. Sortir le chien, s'occuper des chats, etc., du chien. Et aussi, je suis ma propre coach. Donc, il faut que je fasse mon bilan, mon propre truc et tout. Donc, je pense que ça vous donne un petit aperçu de ma vie, qui est en effet extrêmement blindée par tout ce que je fais et j'ai très peu de temps libre, donc j'ai pas de jour de repos comme je dis par semaine. Je travaille tous les jours de la semaine et est-ce que j'ai le temps de faire d'autres choses? Non, voilà, non, j'ai pas le temps. Mais c'est mon choix, je fais que des choses qui me passionnent. J'adore mon boulot de véto, j'adore mon boulot de coach, j'adore être une athlète, j'adore faire mon propre coaching, donc c'est que des trucs que je kiffe en fait. Donc alors oui, ça me prend toute ma vie, ça me prend tout mon temps, mais c'est que des trucs que j'aime faire, donc je vais pas me plaindre. C'est pas comme si je faisais un boulot que je détestais et que je rentrais chez moi le soir dégoûtée parce que j'ai une journée de merde et que je déteste mon boulot. Non, c'est pas mon cas, j'aime tout ce que je fais, mais c'est juste que évidemment ça me prend énormément de temps. Donc ce que j'aimerais faire plus tard, enfin d'ici peut-être un an ou deux, c'est réduire mon boulot de véto à peut-être 30 heures par semaine au lieu de 40 heures. Augmenter un tout petit peu le coaching, mais me permettre d'avoir un jour de repos par semaine. Par exemple, je sais pas moi, le vendredi, ne pas travailler. Enfin, voilà, par exemple, pas de veto et pas de coaching un jour de la semaine pour que j'ai vraiment un jour de repos pour moi, pour pouvoir me reposer. Parce que je n'ai pas eu de jour de repos depuis extrêmement longtemps. Parce que même quand j'étais à l'université, j'étais quand même coach à ce moment-là et je faisais mes cours à l'uni en fait. Donc c'était pareil, j'avais l'université toute la semaine et ensuite le week-end je faisais mon coaching. Donc ça fait des années que je n'ai pas eu un jour de repos par semaine. Donc ouais, c'est un de mes objectifs à l'avenir, c'est de pouvoir réduire mes heures de veto, augmenter un peu mes coachings, mais pas trop non plus pour que je puisse avoir un jour de repos complet par semaine. Mais mon salaire veto actuellement, je gagne 2200 pounds par mois dans ma poche. Donc après les taxes, etc., j'ai 2200 dans ma poche. Ça me suffit pas pour pouvoir réduire mes heures de veto en fait. Clairement pas. Donc ouais, du coup, pour le moment, je continue comme ça, avec veto à plein temps, mais d'ici, je pense, à peu près un an, je compte réduire mes heures de veto pour pouvoir justement avoir un peu plus d'équilibre dans ma vie en termes de repos, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre question. Donc là, c'est toutes les questions anonymes que j'ai eues en français. Donc ensuite, sur Insta, dans la boîte à questions qui n'est pas anonyme, j'en ai eu aussi. Donc, comment gérer sa diète post-op, changement, implant mammaire. Donc 0 sport, quelques semaines. Donc avec les implants mammaires, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout entraîné les jambes pendant un mois et j'ai pas du tout entraîné le haut du corps pendant 6 semaines.
je pense que 8 semaines sans entraîner le haut du corps, ça serait encore mieux. Parce que personnellement, mes implants sont sous le muscle. Donc, quand on fait les bras, les épaules ou quoi, ça travaille un peu les pecs en mode stabilisation. Donc, je pense qu'attendre 2 mois pour travailler le haut du corps quand on a des implants sous le muscle, c'est beaucoup mieux, je trouve, personnellement. Mais généralement, après 4 à 6 semaines, on peut réentraîner les jambes. Donc, ça, c'est pour le côté sport. En termes de timeline, après, moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais on est tous complètement différents en termes de récupération et de vitesse de récupération. Mais moi, après 4 semaines, j'ai repris les entraînements de jambes, tout en faisant extrêmement attention à ne pas du tout mettre de pression sur les pecs ou quoi. Donc, par exemple, je ne faisais pas de RDL ou je ne faisais pas de trucs où mes pecs pouvaient se contracter. Et pour le haut du corps, donc travailler les épaules, les bras et le dos, par exemple, ça, j'ai attendu 6 semaines. Mais pareil, en faisant extrêmement attention. Et pour gérer la diète, je dirais réduire un petit peu ce que vous mangez, viser une maintenance, tout simplement. Donc le but, c'est pas non plus de s'affamer, parce qu'on a besoin d'énergie pour récupérer. On a besoin d'énergie pour que le corps puisse récupérer de l'opération. Donc on ne peut pas manger 1000 calories par jour, clairement, c'est pas du tout une bonne idée. Mais juste être en maintenance. Donc par exemple, je sais pas moi, si quand vous vous entraînez, etc., normalement, vous mangez 3000 calories par jour, et je dirais, en mode post-opératoire, vu que c'est que des jours de repos, 2500 calories par jour, admettons, à peu près. Juste pour se maintenir. Pour se maintenir, tout en ayant quand même assez d'énergie pour récupérer de manière optimale. Donc voilà, c'est juste réduire ses calories à une maintenance en prenant en compte l'activité qui est réduite. Donc il faut juste analyser combien de calories vous mangez avec une activité, on va dire, normale, et ensuite réduire ça, ajuster ça par rapport à des jours de repos en fait. Donc voilà pour cette question. Mais en tout cas, ne pas s'affamer, ne pas être en déficit de malade parce que vous avez besoin d'énergie pour récupérer de l'opération et pouvoir reprendre plus rapidement une activité normale. Est-ce que je varie mon programme de temps en temps? Alors oui, je change mon programme à peu près toutes les 8-9 semaines. Ça dépend en fait de la durée de mon mésocycle, mais je fais mon programme pendant tout mon mésocycle, donc on va dire à peu près 8, 9, 10 semaines, selon mes besoins de faire une deload ou pas. Ça peut être même à partir de 6 semaines, j'ai besoin de faire une deload. Et dès que je finis mon mésocycle, donc pendant on va dire 6, 8, 10 semaines, après ça je fais une deload, donc une semaine où ma fréquence d'entraînement, mon volume d'entraînement sont drastiquement réduits pour que je puisse dissiper toute la fatigue. Et ensuite, je commence un nouveau programme. Donc oui, je varie mon programme de temps en temps. Donc à la fin de chaque mésocycle, dès que je débute un nouveau mésocycle, c'est un nouveau programme qui va avec. Et ensuite, dernière question. Alors, comment ça va? La prep, le sommeil, les repas, des infos sur les prochains concours. Donc, comment ça va? Ça va bien. Je ne peux pas me plaindre, franchement. Je ne suis pas dans une situation horrible. Je me sens relativement bien. Mes niveaux d'énergie sont relativement hauts parce que je ne suis pas dans une mauvaise position. Enfin, je ne fais pas de cardio. Je suis à 14 000 pas par jour. Ce n'est pas non plus énorme. Je suis pas à 20 000 pas par jour. Je mange 2000 calories, ce qui n'est pas hyper bas du tout. Quand j'ai fini ma prep en 2021, j'étais à 1000 calories par jour. Donc clairement, ça n'a rien à voir. Donc franchement, je me sens relativement bien, relativement fonctionnelle. Bon, il y a des jours où je suis KO. Par exemple, hier, j'étais extrêmement fatiguée. Avec le boulot, ça me draine énormément. Le fait de devoir être très sociale toute la journée, de devoir être tout le temps pleine d'énergie, sourire, machin. Aussi, c'est très demandant là-dedans, dans mon cerveau, de tout le temps penser à tout, faire les traitements, etc. Chirurgie, bref, très demandant cérébralement et socialement. Donc à la fin d'une journée de boulot, je suis KO et j'ai envie de zéro interaction sociale. Donc par exemple, hier, j'étais très fatiguée, mais par exemple là, j'ai bien dormi, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Donc franchement, ça va bien, ça va très bien. Le sommeil, quand je peux dormir, par exemple là, ce matin, j'ai pas mis de réveil, j'ai dormi 9h20, 9h10, 9h20. Donc le sommeil, ça va toujours bien, c'est juste que je me réveille toutes les 3 heures pour faire pipi, parce que j'arrête pas de faire pipi en sèche, vu qu'on n'a pas de gras, il n'y a pas de rétention d'eau, donc en fait, ce qu'on boit,
ça passe très rapidement dans les reins et dans la vessie. Donc on va tout le temps faire pipi. J'arrête pas de faire pipi. On boit beaucoup et on fait beaucoup pipi. Donc dans la nuit, je me réveille 3 fois pour faire pipi. Mais sinon, je dors bien. J'ai un bon sommeil de bonne qualité. Bon, après, je prends de la mélatonine. Mais en tout cas, parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Mais avec la mélatonine, j'arrive à m'endormir. Et ensuite, je reste bien, sommeil profond. Et franchement, je dors bien. Je suis contente parce que mon sommeil, il n'est pas du tout pourri. Il y a des gens qui dorment très très mal en prep. Moi, je dors très bien, il n'y a pas de problème. Les repas, évidemment, je commence à avoir faim. 2000 calories pour moi, c'est bas. Donc oui, j'ai faim. J'ai envie de manger plus. Mais j'ai zéro craving. Donc je pense jamais à de la junk food. Je pense jamais à des burgers ou quoi, des donuts ou quoi. Enfin, j'aime ça évidemment, mais je n'y pense pas du tout. J'ai aucune envie comme ça. Donc ça, c'est génial. J'ai juste envie de manger plus. J'ai envie de manger plus de pommes de terre, j'ai envie de manger plus de fruits, j'ai envie de manger plus en quantité. Mais je n'ai pas du tout de cravings. Donc la faim est relativement haute, mais je suis quand même dans une bonne position. Et info sur les prochains concours. Alors, ma petite liste, c'est... Alors, déjà, il faut que je dise que cette saison, je l'ai fait en pensant que j'allais pas avoir de pro-card. C'est-à-dire que je continue d'essayer d'avoir une pro-card jusqu'à la fin. C'est comme ça que j'ai fait ma saison, parce que je ne sais pas comment chaque show va se passer. Donc, je préfère assume. Je commence à galérer à parler français, parfois c'est hyper chiant. Je préfère, je sais pas si on peut dire assumer, je préfère me dire que je vais pas avoir de pro-card et du coup faire ma saison en fonction de ça pour avoir plusieurs opportunités d'avoir une pro-card plutôt que me dire je vais avoir une pro-card au premier show et puis après j'arrête. Non, parce que je vais rien avoir. Donc ma saison, ça va être le 31 août, donc dans 2 semaines, un régional à Maidenhead en Angleterre. Donc dans le sud, à peu près 3 heures de route de chez moi. Donc ça, c'est le premier truc. Donc c'est un régional pour me qualifier pour un Pro Qualifier. Donc mon premier Pro Qualifier, c'est le 14-15 septembre. Donc c'est à Londres. Donc ça, c'est mon premier Pro Qualifier. Ensuite, j'ai un autre régional le 21 septembre parce que il faut que je fasse un autre régional pour me qualifier pour un autre Pro Qualifier. Ce qui est complètement con, mais c'est les règles de Two Bros, donc c'est comme ça. J'ai demandé, ils m'ont dit non, celui que tu fais, le premier que tu fais, il ne va pas te qualifier pour l'autre Pro Qualifier, donc tu es obligé de refaire un régional pour me requalifier pour un autre Pro Qualifier, donc bref. Donc je suis obligée de refaire un régional pour me qualifier pour un Pro Qualifier le 19-20 octobre, qui est à Rotherham, donc c'est chez moi, c'est genre à 15 minutes, même pas de voiture de chez moi. Et ensuite, dernier show de la saison, novembre, donc le 9-10 novembre, en Roumanie, à Bucarest, pour le Muscle Fest. Donc c'est un show que j'avais fait en 2021, c'est aussi mon dernier show en 2021. Donc là, ça va être mon dernier show de cette année. Donc du coup, là, j'ai 3 opportunités d'avoir une pro-card. Donc le 14-15 septembre, le 19-20 octobre et le 9-10 novembre. Donc j'ai aussi du temps entre chaque compète pour continuer de m'améliorer et peut-être avoir une pro-card. Mais je n'ai absolument pas d'attente. J'y vais vraiment en mode qui vivra verra. J'ai zéro attente. Je suis pas du tout le genre de personne à me dire ouais, je vais gagner, je vais forcément gagner, je vais avoir ma pro-card. Non, je suis pas ce genre de personne du tout. Là, je suis en mode, vu comment j'ai fait ma saison, c'est en mode, je ne vais pas avoir de pro-card. C'est en mode, je continue d'essayer d'en avoir une jusqu'à la fin. J'ai pas du tout pensé au fait de, si j'ai une pro-card, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je n'y ai pas du tout pensé. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose que j'envisage pour le moment. Donc, je suis en mode, je continue d'essayer, puis on verra. Donc voilà les shows que j'ai prévu de faire. Donc 5 compètes. Mais après, ça va beaucoup varier selon ce qui se passe à chaque show, hein, évidemment. Mais comme j'en parlais avec quelqu'un hier à la salle, c'est que je vais faire ces compètes vraiment... Enfin, j'ai fait ma saison et je vais faire les compètes comme si j'allais rien avoir. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça fait 3 ans que je ne suis pas montée sur scène. Je ne sais pas comment vont être les athlètes autour de moi. Je ne sais pas du tout comment mon physique va être. Enfin, il y a tellement d'inconnus en fait que je me concentre uniquement sur
moi, apporter mon meilleur physique, parce que ça dépend des juges sur le moment, des juges de la compète. Ce que les juges de la compète aiment, parce que chaque juge a un peu ses préférences. En termes de conditioning, etc., en termes de structure, enfin, ils ont tous un petit peu leurs préférences. Donc, ça dépend de ça dépend des athlètes sur scène, ça dépend de comment les athlètes font leur peak week, par exemple, parce qu'on peut aussi foirer sa peak week et ressembler à rien sur scène, alors qu'on était très bien 2 jours avant. Ça dépend de tellement de choses, le classement, que du coup, moi, je me concentre uniquement sur faire mon taf et apporter mon meilleur physique le jour J. C'est le seul truc que je peux contrôler. Donc, je me concentre uniquement là-dessus et je ne pense pas du tout au classement ou quoi. J'y vais vraiment en mode, on verra. Je n'ai aucune attente de tout ça. Et pareil, quand j'en parlais avec Meg, donc à la salle, elle me disait, mais enfin, je lui dis, bah, mon premier pro qualifier, c'est celui-là, en septembre et tout. Après, il y a un autre pro qualifier. Et elle me disait, mais et si tu gagnes ta pro card? Elle me disait, mais et si tu l'as? Et j'étais en mode, bah, je sais pas. J'ai même pas pensé à ça en fait. Et j'étais en mode, ah ouais, j'avais pas pensé au fait que je pourrais avoir potentiellement une pro card. Et j'ai pas pensé. Quand elle m'a dit ça, enfin, ça fait quelques semaines, même peut-être 1 ou 2 mois qu'elle me disait ça, et j'étais en mode, ah merde, j'avais pas pensé à ça en fait. Est-ce que au fait que je pourrais potentiellement en avoir une, qu'est-ce que je fais après? Mais je préfère voir les choses comme ça. Je pense que c'est la manière la plus saine d'appréhender les choses. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc merci pour toutes vos questions. Ça me permet de faire une vidéo qui peut, j'espère, aider certains ou être intéressante pour vous. Donc ouais, merci pour toutes vos petites questions. Je vais vous laisser là, je vais aller manger mon premier repas. Il est 13h30, donc je vais aller manger ça de suite. Et ensuite, je vais aller à la salle pour faire une séance quadriceps. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je vais sûrement mourir en faisant du vulgar split squat. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.